France, été 1944. La guerre avait atteint son rythme le plus brutal. Chaque champ, chaque haie du bocage normand était devenu un champ de bataille. Les équipages allemands de Panzer, endurcis par des années passées sur le front de l'Est, se retrouvaient soudain chassés non par d'autres chars, mais par un prédateur venu du ciel. L'Oberfeldwebel Rolf Krüger, commandant d'un Panzer-Tar près de Saint-Lô, avait combattu en Pologne, en Russie et en Italie. Il faisait confiance à son blindage plus qu'à toute autre chose. La peau d'acier de son char l'avait sauvé des obus des 34 soviétiques, des roquettes des Typhoon britanniques et des tirs de bazooka américains. Pourtant, rien ne l'avait préparé à ce que les Américains appelaient le Thunderbolt. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Au début, il s'en moquait. Un éléphant avec des ailes, plaisanta un de ses canonniers en voyant un P-40 s'être abattu près de falaises. Trop lourd pour combattre, trop lent pour fuir. Mais les rires s'éteignirent rapidement. Le matin du 11 juin 1944, l'unité de Rolf, la 2e Panzerlehr Division, reçut l'ordre de contre-attaquer un pont tenu par les Américains près d'Issigny. La pluie nocturne avait transformé le sol normand en boue épaisse. Les colonnes de chars s'avançaient lentement à travers les chemins étroits bordés de hautes haies. Au-dessus d'eux, le ciel semblait paisible, un doux bleu traversé de traînées blanches laissées par les avions alliés. Puis le son arriva, un grondement profond, roulant, qui ne venait pas des nuages. « Flugzeug !» cria quelqu'un. Rolf leva les yeux. De minuscules points apparurent d'abord, grossissant à une vitesse terrifiante. Les P-47 Thunderbolt plongeaient presque à la verticale, le soleil se reflétant sur leurs verrières. Leurs nez s'illuminaient de lueurs intermittentes, synchronisées avec le martèlement de leurs armes. En quelques secondes, les haies se transformèrent en enfer. Chaque avion transportait 8 mitrailleuses Browning de calibre .50, soit 6 bouches de feu pour une seule attaque. Chacune crachait la mort à 1200 coups par minute. Le sol tremblait sous la tempête de projectiles. Les balles incendiaires perforantes transperçaient les moteurs, embrasaient les camions, réduisaient les half-tracks en morceaux d'acier tordus. Les Allemands avaient affronté les roquettes, les mortiers et l'artillerie. Mais ceci, c'était autre chose. C'était un anéantissement continu, un ouragan de métal si dense que même le blindage le plus épais semblait du papier. Rolf sentit son cœur se serrer. À travers le viseur du char, il vit un autre Panzer exploser, sa tourelle projetée en l'air. Les cris de la radio se mêlaient au grondement des avions, des ordres brouillés, des appels à l'aide, des prières étouffées. Il sentit la terre vibrer sous ses bottes, secouée par la cadence infernale des mitrailleuses. « Reculez. Reculons » hurla son opérateur radio. Mais reculer un char de 30 tonnes dans la boue prenait une éternité. Chaque mètre gagné semblait voler autant. Rolf ouvrit la trappe supérieure pour jeter un coup d'œil. L'air était saturé de fumée et de poussière. Dans le ciel, il distingua les silhouettes argentées des Thunderbolts qui remontaient vers les nuages avant de replonger aussitôt dans un nouveau piquet. Ils attaquaient en rotation, sans relâche. Quand un groupe tirait, un autre remontait pour recharger. C'était une mécanique de mort parfaitement réglée. Rolf pensa au loup qu'il avait vu en Russie, encerclant un cheval blessé avant de l'abattre. Les Américains faisaient la même chose, mais depuis le ciel. L'un de ses camarades, le canonnier Karl, hurla. Il tire sans fin. Quand s'arrête-t-il? Mais il ne s'arrêtait jamais. Le vrombissement du moteur radial des Thunderbolts couvrait tout. Une note sourde et ininterrompue, semblable à celle d'un orgue monstrueux. La pluie de balles fit éclater les bidons d'essence à l'arrière du convoi. Une flamme bleue s'éleva, puis un camion explosa, envoyant une gerbe de feu à plusieurs mètres de hauteur. Le souffle renversa Rolf à l'intérieur du char. Des éclats de métal sifflèrent à travers la trappe ouverte. Il sentit la chaleur sur son visage, l'odeur de la poudre et du carburant brûlé emplissant l'air. À ce moment précis, il comprit que la bataille n'était plus entre égaux. Les chars, jadis rois du champ de bataille, étaient désormais des proies. Le vacarme dura moins d'1 minute, mais
La destruction qu'il laissa derrière semblait le fruit d'un bombardement d'une heure. Les arbres déchiquetés fumaient, les moteurs brûlaient encore. Le convoi entier, autrefois si ordonné, n'était plus qu'une succession de carcasses noircies. Rolf sortit enfin de son char immobilisé. La boue lui collait aux bottes tandis qu'il observait le carnage. À quelques mètres, un half-track continuait de crépiter, ses pneus fondus. Des silhouettes couraient entre les flammes, cherchant désespérément un abri. D'autres restaient immobiles, figés à jamais dans la posture de la fuite. Le ciel, lui, était redevenu calme. Les Thunderbolts avaient disparu, ne laissant derrière eux que le bourdonnement lointain de leurs moteurs. Rolf leva de nouveau les yeux. Dans la clarté du matin, il vit des traînées de fumée former un cercle au-dessus de la vallée, la signature silencieuse de la chasse américaine. Il pensa à son foyer, à sa femme en Allemagne, à la promesse qu'il lui avait faite de revenir. Mais comment revenir, quand la guerre elle-même semblait décidée à consumer tout ce qu'elle touchait? Un officier passa en courant, le visage couvert de suie, criant des ordres. Rolf l'entendit à peine. Il ne voyait plus que la route dévastée, les carcasses fumantes et, au loin, une fine traînée noire montant vers le ciel. Il sut alors que rien ne serait plus comme avant. La puissance du Thunderbolt n'était pas seulement dans ses armes, mais dans ce qu'il représentait, l'industrialisation de la mort, l'efficacité mécanique d'un empire capable de produire des milliers de machines de guerre identiques, chacune portant 8 gueules d'acier crachant la foudre. Le Panzer, symbole de la suprématie allemande depuis le début de la guerre, n'était plus qu'une relique. Le futur appartenait à ceux qui dominaient le ciel. Rolf ferma les yeux un instant. Le grondement s'était éteint, remplacé par le sied, bourdonnement des mouches et le crépitement du feu. Dans le silence, il entendit battre son propre cœur. Il pensa, non sans une étrange admiration. Si les Américains construisent des avions comme ceux-là, alors peut être que la guerre est déjà perdue. Et tandis qu'il se redressait lentement, un souffle de vent fit retomber la poussière. Le ciel, d'un bleu éclatant, semblait ignorer tout ce carnage. Pourtant, pour Rolf Krüger et les siens, le bruit du tonnerre des Thunderbolts continuerait de résonner longtemps après la bataille comme le souvenir d'une puissance qu'ils n'avaient jamais comprise, mais qu'ils ne pourraient jamais oublier. Là-haut, bien au-dessus des nuages, le capitaine Walter Red Mitchell, du 362e groupe de chasse, suivait la trajectoire de ses balles traçantes converger vers le char de tête. Le Thunderbolt vibrait violemment tandis que les 8 mitrailleuses Browning de calibre .50 crachaient leur feu en cadence. À travers la verrière, le nez de l'avion s'illuminait par les éclairs des coups de feu, tels des éclairs fendant le ciel. Touché. Coup direct, hurla son ailier dans la radio, la voix couverte par le rugissement du moteur. Devant eux, le Panzer explosa soudainement, sa tourelle projetée dans les airs comme un bouchon de liège expulsé d'une bouteille. Mitchell avait autrefois piloté un P-40 en Afrique du Nord. Il pensait alors comprendre la puissance aérienne jusqu'au jour où il posa les mains sur le manche du P-40, Sept Thunderbolt. « On ne le pilote pas, disait-il souvent à ses hommes. On le pointe vers l'ennemi et on laisse Dieu s'occuper du reste. » Chaque Thunderbolt transportait 3400 cartouches de calibre .50, une quantité démesurée comparée aux chasseurs de la Luftwaffe, qui emportaient souvent moins de 200 obus de canon. L'équation était simple. Plus de canons signifiait plus de munitions, et plus de munitions signifiait davantage de temps pour détruire. Mais le véritable secret du Thunderbolt ne résidait pas seulement dans sa puissance de feu, il se cachait dans la gravité elle-même. Quand le monstre d'acier se renversait pour entamer sa plongée, la gravité devenait son allié. À partir de 25 000 pieds d'altitude, il pouvait atteindre 550 000 à l'heure, une vitesse qu'aucun chasseur allemand ne pouvait suivre et à laquelle aucun équipage de chars ne pouvait réagir. Lorsque les Allemands entendaient son rugissement, il était déjà trop tard. En bas, la colonne de Rolf Krüger avançait à peine lorsque la première attaque frappa. En un instant, le convoi fut lacéré, le sol se souleva sous la pluie de projectiles, les obus perçant la tôle et faisant exploser les réservoirs d'essence. Le premier passage réduisit la route en un chaos de flammes et de débris. Sekon transforma tout le vallon en corridor de feu. « Zurück »
Rückwärts, cria son opérateur radio, la voix paniquée. Ils reviennent, mais faire reculer un char de 30 tonnes dans la boue, c'était comme tirer un navire échoué à main nue. Rolf ouvrit la trappe supérieure, cherchant le ciel du regard. Ce qu'il vit le glaça, au-dessus de lui. Des dizaines de formes argentées coupaient les nuages, chaque avion une forteresse volante, chaque aile un arsenal. Les Thunderbolts remontaient, viraient, puis replongeaient encore, avec la régularité d'un marteau divin s'abattant sur la terre. Les explosions se succédaient, chaque impact faisant trembler les entrailles du sol. Les obus traçants dessinaient des lignes rouges dans l'air, une toile de lumière mortelle. L'un des chars voisins fut frappé de plein fouet. La tourelle se souleva, les chenilles se tordirent, et une boule de feu jaillit, illuminant la campagne comme une aurore. Kilomètres au-dessus, Mitchell observait la scène. Il ressentait à la fois l'excitation et le poids de sa mission. Il savait ce que signifiait chaque explosion. Des hommes pris au piège, des voix qui s'éteignaient dans la fumée. Mais la guerre n'accordait pas le luxe de la compassion. Il se contenta de souffler. Cible détruite. Préparez-vous pour le prochain passage. Son ailier, lieutenant Harris, répondit dans un rire nerveux. Ce gros oiseau fait le travail d'un escadron entier. Mitchell hocha la tête. C'était vrai. Le Thunderbolt n'était pas élégant, mais il incarnait une philosophie nouvelle, celle de la quantité au service de la précision. Chaque mitrailleuse crachait 20 balles par seconde, si bien que 8 d'entre elles libéraient une tempête de plomb, si dense que même les blindages de plusieurs centimètres cédaient sous la chaleur et la vitesse. Les balles incendiaires perforaient les plaques d'acier, transformant les chars en torches mécaniques. Rolf, de son côté, observait impuissant. Ses mains tremblaient sur le rebord du char. Autour de lui, l'air vibrait du hurlement des moteurs. Il vit l'épée quarantée. Sept s'abaisser à une altitude effroyable, presque à hauteur des arbres. Leurs silhouettes traversaient les nuages de fumée, se détachant comme des spectres lumineux. Il pensa aux loups de Russie, ceux qu'il avait vus encercler un cheval blessé avant de lui bondir dessus. Ce souvenir lui revint soudain, brûlant de lucidité. Les Américains faisaient la même chose. Ils chassaient méthodiquement, encerclant la proie avant d'asséner le coup final. Le troisième passage fut le pire. Les avions arrivèrent par paires, l'un après l'autre, tirant sans interruption. Les éclats de balles ricochaient sur le blindage comme une pluie de marteaux. Le sol se couvrit d'un voile de poussière et de flammes. Rolf vit un half-track exploser à sa gauche. Le choc le projeta contre la paroi intérieure de son char. Le casque sur les yeux, il sentit la chaleur du métal brûlant. De là-haut, Mitchell sentit son avion vibrer si fort qu'il crut qu'il allait se disloquer. Il serra le manche, concentra sa visée sur un autre char qui tentait de fuir à travers un champ. « On le tient, Red !» cria Harris. Mitchell pressa la détente. Les 8 mitrailleuses s'allumèrent de concert. Les balles frappèrent la tourelle, puis l'arrière du char. Une explosion blanche, puis un geyser de fumée noire. Le moteur rugit lorsqu'il redressa son appareil, évitant de justesse un panache de flammes. Son regard croisa un instant celui d'un pilote de son escadrille, un bref salut, avant que les 2 Thunderbolts ne se séparent pour une nouvelle attaque. Dans la radio, une voix grésilla. Objectif neutralisé. Retournez pour réarmer. Mitchell souffla, regardant le paysage dévasté. Il pensa à la précision presque scientifique de leur action. Des calculs, des vitesses, des angles de descente. Les mathématiques de la destruction. Rolf, agenouillé près de son char éventré, leva les yeux vers le ciel désormais vide. Le grondement s'éloignait peu à peu, remplacé par le crépitement du feu et les gémissements des blessés. Dans son esprit, les attaques aériennes prenaient la forme d'une équation implacable. La vitesse multipliée par la puissance, moins le temps de réaction. Et le résultat était toujours le même, la mort. Il comprit alors que ces avions ne volaient pas seulement grâce à des ailes, mais grâce à une logique froide, mécanique, presque mathématique. Là où les Allemands misaient sur la perfection d'un canon ou la finesse d'un blindage, les Américains misaient sur la production, la cadence, la masse. Un vent chaud souleva la fumée, des carcasses de chars brûlaient encore, leurs chenilles fondues dans la terre. Rolf sentit une étrange admiration pour ces monstres du ciel. Leurs pilotes,
n'étaient pas des chevaliers, mais des ingénieurs de la mort, appliquant les lois de la physique avec une précision chirurgicale. Dans un murmure presque inaudible, il dit « Ce n'est pas la chance, c'est la science. » Au loin, le dernier Thunderbolt disparut derrière une colline, laissant derrière lui une vallée silencieuse, couverte de flammes et de cendres. Pour Rolf, ce jour-là, la guerre venait de changer de visage. Ce n'était plus une lutte d'hommes contre hommes, ni même de machines contre machines. C'était une démonstration que la guerre moderne obéissait désormais à une équation. Celle du pouvoir multiplié par la raison, où la logique des chiffres dictait le destin des nations. Et au-dessus de tout, le tonnerre du Thunderbolt restait suspendu dans le souvenir, comme la voix d'un dieu invisible récitant la formule parfaite de la destruction. Cet après-midi-là, alors que la fumée recouvrait la vallée d'un voile grisâtre, Rolf Krüger et son équipage abandonnèrent leur char en flammes. Le métal chauffé à blanc craquait encore lorsque les hommes se ruèrent vers une grange solitaire, haletant, le visage noirci par la suie. Le sol tremblait à chaque rugissement venu du ciel. Autour d'eux, la campagne normande n'était plus qu'un champ de cendres et de carcasses. À travers les interstices du toit effondré, ils aperçurent un Thunderbolt descendre à hauteur des arbres, son ventre argenté brillant dans la lumière trouble de la fin d'après-midi. Le pilote, derrière sa verrière, portait des lunettes dont les verres reflétaient la lueur du feu. Une fraction de seconde plus tard, les mitrailleuses éclatèrent, traçant dans l'air une ligne rougeoyante qui coupa net les branches, la terre et tout ce qui respirait. Les hommes se jetèrent au sol. Le vacarme fut assourdissant. La grange vibra, la poussière tomba du plafond en nuages étouffants. Quand le bruit s'éloigna enfin, Karl, le tireur du fait char, chuchota, la voix tremblante. Il tire sans fin. Quand s'arrête-t-il? Rolf ne répondit pas. Il savait que ces avions semblaient ne jamais manquer de munitions. Leurs attaques ressemblaient à un orage éternel. Chaque rafale durait des secondes, mais elle paraissait des heures. Le secret, pensait-il, résidait dans la conception même de la machine. Le P-40, Sept possédait un moteur radial refroidi par air, une merveille d'ingénierie américaine. Pas de circuit de liquide fragile, pas de radiateur vulnérable à la première balle. Même criblé d'impacts, il continuait à voler, gémissant mais indestructible. Les balles allemandes, qui auraient déchiré un Bf-109 ou un Fraveux 190, ne faisaient que griffer le fuselage épais du Thunderbolt. Les Allemands finirent par lui donner un nom. D'air brûlant de Todd, la mort rugissante. Et son rugissement, pensa Rolf, les poursuivait partout. Chaque jour, le ciel semblait bourdonner de ce son profond et métallique, un tonnerre mécanique qui annonçait la mort avant même qu'elle ne frappe. Les convois durent changer de tactique. On ne roulait plus que de nuit. Les chars, les camions et les canons restaient immobiles durant le jour, dissimulés sous les arbres, couverts de filets et de branchages. Même les blessés n'étaient plus évacués avant la tombée du crépuscule. Mais les Américains apprirent vite à contrecarrer cette prudence. Ils larguaient des fumigènes colorés, marquant les positions suspectes depuis les airs, pour que d'autres vagues de Thunderbolt viennent frapper ensuite. Le ciel devenait une ardoise où s'inscrivaient la ruse et la mort. Vers le début du mois de juillet, la guerre changea de nature. Ce n'était plus une lutte de blindés ni même d'hommes. C'était une guerre contre le ciel lui-même. Les soldats allemands en vinrent à redouter le moindre grondement. À la simple rumeur d'un moteur, on plongeait dans les fossés, on coupait les moteurs, on priait en silence. Le mot « jabot », abréviation de Jacques Bomber, devint synonyme de fatalité. Il circulait comme un murmure dans les rangs. Les jabots arrivent. Et chaque fois qu'on le prononçait, le sang se figeait. Dans la grange, la nuit était tombée. Dehors, les feux de la bataille se reflétaient sur les nuages bas, donnant au ciel une lueur rouge d'enfer. Les hommes restaient allongés sur le sol, écoutant au loin le tonnerre régulier des moteurs. Par moments, un éclat de lumière traversait le toit, puis le grondement s'éloignait à nouveau. Rolf serrait sa croix de fer dans le creux de sa main. Ce n'était plus un symbole de fierté, mais un talisman dérisoire contre la peur. Il pensa à sa femme à Hambourg, à ses enfants. Il se demanda s'ils entendaient aussi, là-bas, le tonnerre des avions alliés.
Le lendemain, au petit matin, la brume couvrait encore la vallée. Ils quittèrent la grange, titubant entre les carcasses de chars calcinés. L'air sentait la poudre, le carburant brûlé et la chair. Le paysage semblait figé dans le temps comme si la guerre avait effacé la vie elle-même. Soudain, un grondement au loin, faible d'abord, puis croissant, implacable. Les hommes se figèrent, même les oiseaux se turent. Encore eux, souffla Karl. Le bruit enfla, emplissant tout l'espace, résonnant dans leur poitrine. Au-dessus d'eux, 2 Thunderbolts apparurent, énormes, étincelant sous le soleil naissant. Ils volaient bas, si bas que Rolf put distinguer les étoiles peintes sur les ailes. Une rafale de mitrailleuses s'abattit sur la route à quelques mètres d'eux, soulevant la terre en geyser. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Ils se jetèrent dans un fossé, le souffle, coupé. Rolf ferma les yeux, sentant la chaleur du métal dans l'air. Une seconde rafale suivit, puis le silence, aussi brutal que la foudre après l'éclair. Lorsqu'il se redressa, les avions n'étaient déjà plus là, juste un sillage de fumée et une odeur d'huile brûlée. Plus tard, dans la journée, Rolf et ses hommes furent capturés près d'un verger par une patrouille américaine. Le soldat qui les fouilla portait un badge du 90e escadron de chasse. Rolf le regarda longuement, incapable de haïr. Cet homme, pensa Théil, avait survécu sous les mêmes cieux, mais du bon côté du tonnerre. Le soir venu, dans un camp de prisonniers improvisés, Rolf reçut un carnet pris à un camarade mort. Sur la première page, une écriture nerveuse, tremblait. « Nous ne craignons plus les chars, nous craignons le son du ciel. » Il referma doucement le carnet. Cette phrase résumait tout. Les panzers, jadis symboles de puissance invincible, n'étaient plus que des cibles mouvantes dans un monde dominé par la vitesse et le feu. L'ennemi n'était plus visible. Il tombait du ciel, frappait sans prévenir, puis disparaissait dans les nuages. Cette guerre, songea-t-il, n'appartenait plus aux hommes. Elle appartenait aux machines et à ceux qui savaient les dompter. Les pilotes américains avaient transformé la technologie en terreur, la mécanique en arme psychologique. Leurs avions ne tuaient pas seulement les corps, ils brisaient les esprits. Dans la nuit, Rolf leva les yeux. Les étoiles brillaient au-dessus de la Normandie, indifférentes au carnage. Il crut y entendre, très loin, le grondement familier d'un moteur radial. Peu, était-ce son imagination, ou peu, être le souvenir d'un ciel devenu son ennemi. Il murmura, pour lui seul, « Le tonnerre. » Il ne vient plus des nuages, il vient des hommes. Au même instant, à des kilomètres de là, le capitaine Walter Red Mitchell regagnait sa base avancée. Son Thunderbolt, criblé d'impact, tenait encore. Il coupa le moteur, descendit de l'appareil et posa la main sur la carlingue fumante. Elle vibrait encore de chaleur. Il leva les yeux vers l'horizon, où les champs de Normandie s'étendaient sous une brume dorée. Le vent portait une odeur de poudre et de sel. Mitchell ne vit pas des ennemis en bas, mais des hommes pris dans une tempête qu'il n'avait pas choisie. Pourtant, au fond de lui, il savait que cette tempête finirait par décider du sort de la guerre. Le tonnerre du Thunderbolt, ce rugissement d'acier et de feu, annonçait un monde nouveau, un monde où la suprématie du ciel dominerait celle de la terre. Et tandis qu'il s'éloignait de son avion, il pensa à cette phrase qu'il avait entendue dans la radio d'un éclaireur allemand intercepté. « Nous ne craignons plus les chars, nous craignons le son du ciel. » Mitchell ferma les yeux un instant, entendant encore le grondement de son moteur, dans sa mémoire. Puis, avec un souffle fatigué, il murmura « Oui, et ce son, c'est le tonnerre de la liberté. » Le 7 août 1944. La bataille de Mortain venait de commencer l'une des dernières offensives désespérées d'Hitler pour tenter de couper les lignes alliées et de rejoindre la côte. Au cœur de ce contre-attaque, la 2e division Panzer avançait vers Avranches, ses blindés rugissant à travers les collines normandes. Mais, au-dessus d'eux, dans le ciel chargé de nuages, les Thunderbolts du 405e groupe de chasse attendaient, tels des faucons silencieux prêts à fondre sur leur proie. Le capitaine Walter Red Mitchell reçut l'ordre de décoller à l'aube. Ses instructions étaient simples et terribles.
arrêter les Panzers à tout prix. L'air était humide, lourd d'orage. Les collines de Mortain semblaient flotter sous un voile de brume, et la vallée en contrebas grouillait, d'acier. Des colonnes entières de chars, de half-tracks et de camions de munitions avançaient lentement vers l'ouest, leurs moteurs couvrant les cris des fantassins qui tentaient de garder la formation. Le premier à repérer la marée fut son ailier. « Mon Dieu, regarde-moi cet embouteillage, Red. On dirait une colonne sans fin. » Mitchell serra les commandes, ajusta le viseur et poussa la manette des gaz à fond. « Très bien, » répondit-il calmement. « On entre dans la danse. » Les Thunderbolts basculèrent ensemble, se mettant en piqué à 90 degrés. Le ciel se transforma en abîme. Le sol monta à leur rencontre à une vitesse terrifiante. Les moteurs hurlaient, les carlingues vibraient sous la pression. Puis, soudain, le silence du haut ciel fut brisé par la fureur des mitrailleuses. 8 Browning de calibre 50 par avion crachèrent des traînées de feu, les balles convergeant vers les blindés comme une pluie d'acier. En bas, le sol se mit à trembler. Les premiers impacts firent exploser des camions-citernes, les transformant en boules de feu qui s'élevèrent comme des colonnes de soleil. Au milieu de ce chaos, Rolf Kruger et son équipage se trouvaient encore une fois sur la ligne de front. Leur panzer était positionné sur une crête, avec une vue dégagée sur la vallée. Rolf comprit instantanément ce qui arrivait. « À terre, tout le monde à couvert !» hurla-t-il, plongeant dans un fossé boueux. Les rafales traversèrent la crête, hachant les arbres et perçant les blindages comme du papier. Le son des mitrailleuses se fondit en un hurlement continu, un cri mécanique qui semblait venir des entrailles de la terre. Les P-47 passaient si bas que Rolf pouvait sentir le souffle brûlant de leur moteur. Puis, brusquement, vinrent les bombes. Chaque Thunderbolt importait 2 bombes de 500 livres, larguées presque à bout portant. Les explosions soulevèrent des geysers de terre et de flammes, projetant des véhicules entiers dans les airs. Les ondes de choc firent vibrer le sol, faisant éclater les tympans. Un panzer voisin fut frappé de plein fouet. Il se disloqua dans une gerbe de feu. Rolf vit son équipage en sortir, les vêtements en flammes, courant à travers la boue avant qu'une seconde rafale ne mette fin à leurs cris. Au-dessus d'eux, la radio grésilla. La voix de Mitchell retentit, ferme mais haletante. « Cibles en feu. Frappez-les encore avant qu'ils atteignent la couverture. » Et ils le firent. Encore et encore. Pendant des heures, les Thunderbolts plongèrent, tirèrent, remontèrent, puis revinrent à l'attaque. Chaque passage transformait un peu plus la vallée en enfer. Le ciel, saturé de fumée noire, ne distinguait plus le jour de la nuit. Des éclairs d'explosion illuminaient les visages terrifiés des soldats allemands. Les chars tentèrent de se disperser, mais la route étroite les piégeait. S'enflammaient, les obus explosaient dans leurs remorques, les munitions déchaînant une tempête dans la tempête. Rolf se traîna jusqu'à un talus, cherchant désespérément un abri. Autour de lui, la terre tremblait. Chaque explosion semblait avaler l'air même qu'il respirait. Il leva les yeux. Au-dessus de la fumée, il vit les silhouettes argentées des Thunderbolts tournoyer comme des rapaces au-dessus d'un champ de proie. Il pensa à ses jours sur le front de l'Est, à la peur des 34 soviétiques. Mais jamais, jamais, il n'avait ressenti cela. C'était un châtiment venu du ciel. Mitchell, lui, fixait la cible suivante. Il plongea encore, les canons vibrant à l'unisson. Les impacts illuminèrent la vallée comme un feu d'artifice macabre. Il vit des silhouettes courir entre les flammes, des panzers tenter de reculer en vain, leurs chenilles arrachées par les bombes. Puis, il tira sur. Le manche, arrachant son avion à la gravité. Son moteur rugit, blessé mais fidèle. Le carburant commençait à manquer. Il fit un dernier passage au-dessus du champ de bataille. En bas, la 2e division Panzer n'était plus qu'un chaos de carcasses fumantes et de cratères. Des colonnes noires montaient vers les nuages, comme les doigts d'une armée fantôme. Pendant 3 jours et 3 nuits, les Thunderbolts revinrent, sans répit. Plus de 500 missions furent effectuées par le 405e groupe de chasse. Chaque vol ajoutait un chapitre à la destruction. À la fin,
près de la moitié de la force blindée allemande engagée dans l'offensive fut anéantie. Les collines de Mortain devinrent un cimetière d'acier tordu, un monument silencieux à la puissance du ciel. Rolf fut capturé 2 jours plus tard, blessé et à garde. Il fut conduit le long d'une route jonchée d'épaves camions calcinés, canons retournés, chars éventrés. Partout, l'odeur âcre du carburant et du métal brûlé. Un officier américain le regarda passer et dit simplement « Voilà ce qu'on appelle la fin du Reich ». Rolf ne répondit. Là-haut, invisible dans la brume, il devinait encore le grondement lointain d'un moteur radial. Il pensa à ses camarades perdus, aux années passées à croire en la supériorité du blindé, et il comprit, avec une lucidité douloureuse, que la guerre avait changé de royaume. Ce n'était plus la terre qui décidait du sort des hommes, mais le ciel. De retour sur sa base, Mitchell descendit de son avion, le visage couvert de suie et de sueur. Le Thunderbolt portait des dizaines d'impacts, mais il tenait encore debout, fier et massif. Le capitaine passa la main sur la tôle chaude. Autour de lui, les mécanos s'activaient déjà pour le ravitailler. Demain, il repartirait. Le soir, assis près d'un bidon d'essence renversé, il nota dans son carnet « Mortain. 3 jours de feu. 500 sorties. La vallée n'existe plus. Mais l'histoire s'en souviendra. Le ciel a vaincu l'acier. » Il leva les yeux vers les collines. Le soleil se couchait derrière les nuages, teintant l'horizon de rouge. Là où jadis roulaient les colonnes de Panzer, il ne restait que le silence et le vent. Et ce vent, songea Mitchell, portait encore l'écho du tonnerre. Le tonnerre du Thunderbolt. Le tonnerre de la victoire. À la fin du mois d'août de l'année 1944, le bataillon de Panzers de Rolf n'existait plus vraiment. Sur 40 chars, à peine 6 restaient opérationnels. Les autres n'étaient plus que des carcasses tordues, brûlées, abandonnées dans les haies normandes. Le carburant manquait, les obus aussi, et les visages jadis fiers de ces vétérans s'étaient creusés d'ombre et de désespoir. La campagne qui, quelques mois plus tôt, résonnait du grondement des blindés et l'allemand, n'était plus qu'un vaste cimetière de fer. Rolf et ses hommes avançaient désormais à pied, rampant à travers les haies et les fossés, évitant les routes à découvert. Le moindre bruit venu du ciel leur glaçait le sang. Ils n'étaient plus des chasseurs. Ils étaient devenus la proie. Ce soir-là, alors qu'ils s'étaient arrêtés près d'une ferme en ruine pour tenter de ravitailler les derniers véhicules, un grondement lointain monta dans l'air lourd, un son familier, trop familier. « Pas encore », murmura Karl, le tireur, les yeux levés vers le couchant. Le ciel, strié d'or et de fumée, vibrait du son des moteurs radio Pratt, Whitney. Mais cette fois, les avions ne piquaient pas. Non. Ils avançaient lentement, presque majestueusement, rasant les champs à basse altitude. Les P-47 Thunderbolt volaient en formation serrée, comme une escadrille de vautours, qui savaient que la proie ne pouvait plus fuir. Ils ne cherchaient plus des cibles précises. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Des camions, des colonnes de fantassins, même des bicyclettes abandonnées sur les chemins. Le message était clair. Nul n'échapperait à la domination du ciel. Rolf aperçut un panthère à une 50aine de mètres. La bête de guerre, jadis symbole de puissance, semblait presque paisible dans la lumière du soir. Puis, soudain, un crépitement. Une seule rafale. Les balles traçantes de calibre 50 percèrent la plaque arrière, trouvant le point faible près de l'échappement. En quelques secondes, le métal s'embrasa. L'acier rougi se mit à fondre, et le char explosa dans un rugissement d'enfer. « Courez ! Dans les bois !» hurla Rolf. Les hommes s'éparpillèrent, trébuchant sur la terre boueuse, glissant entre les ronces. Rolf plongea dans un cratère d'obus, le cœur battant comme un tambour. La terre vibrait sous les explosions. Dans un réflexe, il leva les yeux juste assez longtemps pour voir un Thunderbolt passer en rase-motte, si près qu'il crut sentir la chaleur de son moteur. Sous les ailes, l'insigne de l'étoile blanche brilla un instant dans le soleil, un symbole simple,
presque banal, mais qui, dans ce contexte, avait pris la valeur d'un sceau divin, la marque de la puissance absolue. Il crut apercevoir le pilote à travers la verrière, un visage jeune, calme, concentré, peut être même un léger sourire. Rolf détourna les yeux, haletant. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il ressentit autre chose que la peur ou la colère. Ce n'était pas seulement la défaite, c'était la conscience d'être impuissant face à quelque chose de plus grand, de plus froid, de plus mathématique. La guerre n'était plus une question de courage ni de stratégie. C'était devenu une équation, une simple addition de vitesse, de puissance et de production. Et dans cette équation, l'Allemagne ne figurait plus qu'à la marge. Le P-47, Thunderbolt incarnait tout ce que les ingénieurs allemands méprisaient. Il était massif, bruyant, sans grâce. Mais il volait haut, il frappait fort, et surtout il revenait toujours. Son moteur radial, à refroidissement par air, encaissait des rafales entières sans faiblir. Là où un Messerschmitt Bf 109 ou un Focke-Wulf 190 auraient sombré dans la fumée, le Thunderbolt continuait son vol, imperturbable, comme un marteau céleste. Chaque jour, le ciel grondait. Chaque jour, les colonnes se vidaient un peu plus. Les routes se transformaient en rivières de flammes. Le fracas des chenilles cédait la place au hurlement des moteurs américains. Karl, blotti à côté de Rolf dans la tranchée, pleurait silencieusement. Il n'avait plus d'armes, plus de casque, plus d'espoir. Rolf posa une main sur son épaule, mais ne trouva pas les mots. À quoi bon? La guerre qu'il croyait comprendre s'était métamorphosée. Autrefois, il se moquait de ses avions lourds. Ils disaient « trop lent, trop gros, trop maladroit ». Aujourd'hui, il comprenait. Ce monstre d'acier, forgé dans les usines américaines par des mains anonymes, incarnait une vérité brutale. La supériorité industrielle était une arme bien plus implacable que n'importe quel canon. Chaque Thunderbolt portait en lui la force d'une nation tout entière, des milliers d'ouvriers, des ingénieurs, des pilotes formés par centaines, des chaînes de montage qui ne s'arrêtaient jamais. Pendant que Berlin se débattait dans ses ruines, Detroit forgeait des ailes. La pluie commença à tomber. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort, les flammes des carcasses brûlantes se mirent à fumer, la boue à engloutir les restes de la bataille. Rolf leva les yeux. Le tonnerre lointain se confondait avec celui des avions. Il sourit amèrement. Même le ciel semblait se moquer d'eux. Le lendemain, il ne restait rien. Les 6 derniers chars furent détruits avant midi. Les survivants, épuisés, affamés, se rendirent aux Américains. Les P-47 patrouillaient encore au-dessus d'eux, comme des ombres de métal. Lorsque Rolf fut conduit vers les lignes alliées, il croisa les carcasses fumantes de son bataillon. Des Panthers, des Tigers, des véhicules qu'on disait invincibles réduits à des squelettes calcinés. Il pensa à ses camarades tombés, à Karl, qui n'avait pas survécu à la dernière attaque. Il pensa aussi aux pilotes qu'il avait maudits, ces jeunes hommes invisibles derrière leurs lunettes et leurs gants, et il comprit que, pour eux aussi, cette guerre était un devoir, pas une haine. Quelques heures plus tard, dans un camp de prisonniers improvisés, il vit passer un convoi de Thunderbolts revenant de mission. Ils volaient haut, en formation, leurs silhouettes s'éloignant vers l'ouest, vers le soleil couchant. Le grondement s'affaiblit peu à peu, jusqu'à devenir un murmure. Rolf ferma les yeux. Il se souvint de la première fois qu'il avait vu un P-47, des mois plus tôt, au-dessus de la Normandie. Il s'était alors juré que jamais un avion ne pourrait briser la volonté d'un soldat allemand. Il avait eu tort. Le P-47 n'était pas seulement une machine de guerre. C'était un symbole. Le symbole d'une époque où la puissance n'était plus mesurée en bravoure ou en chevalerie, mais en tonnage, en vitesse, en feu. Une époque où le ciel appartenait non pas aux plus nobles, mais aux plus nombreux. Dans les jours qui suivirent, la campagne normande retrouva un calme étrange. Les champs portaient encore les cicatrices des bombes, les haies pendaient de fils de fer et de fumée. Les civils sortaient timidement des caves. Le tonnerre s'éloignait, mais son écho restait dans les mémoires. Rolf, désormais prisonnier, observait les soldats américains distribuer du café chaud à ses camarades. Il les regardait, non pas avec haine, mais avec une curiosité silencieuse. C'est,
Hommes riaient, parlaient de baseball, de leurs fiancés, de choses simples. Et pourtant, c'étaient eux qui avaient mis à genoux la plus redoutable armée du monde. Une nuit, alors qu'il ne parvenait pas à dormir, Rolf nota sur un morceau de papier froissé. « Nous avons perdu la guerre le jour où le ciel est devenu américain. » Il rangea le papier dans sa poche, sans savoir pourquoi. Peu être pour se souvenir, peu être pour témoigner. Des années plus tard, bien après la fin du conflit, dans un musée de Washington, un ancien pilote nommé Walter Red Mitchell regardait un P-47 restauré exposé sous les projecteurs. La peinture brillante, les ailes immenses, la gueule béante des mitrailleuses. Il passa sa main sur le métal froid et murmura « Tu as fait ton devoir, vieux camarade. » Au même moment, à des milliers de kilomètres, un vieil homme allemand visitait un autre musée, à Munich. Là, derrière une vitrine, se trouvait une petite plaque d'aluminium tordu, récupérée sur un champ de bataille normand. On y voyait encore, à demi effacée, une étoile blanche. Rolf la contempla longuement, puis, d'une voix presque inaudible, il dit « Le tonnerre ne meurt jamais ». Et dans le silence de la salle, on aurait presque juré entendre, très loin, le grondement d'un moteur radial, emporté par le vent. Avril de l'année 1945, la guerre touchait enfin à sa fin. Le fracas des canons s'éteignait lentement, remplacé par un silence étrange, presque sacré. Dans un champ détrempé à l'extérieur de Kassel, en Allemagne centrale, Rolf Krüger se tenait debout derrière une clôture de fils barbelés. Ses mains, couvertes de boue séchée, s'accrochaient machinalement au métal froid. De l'autre côté, la route serpentait à travers les collines. Et sur cette route défilaient les jeeps américaines, pleines de soldats jeunes, rieurs, fatigués mais vivants. Leurs uniformes étaient tachés de poussière, leurs visages couverts de barbe, mais leurs yeux brillaient d'une lueur que Rolf ne comprenait pas encore, celle de la victoire. Certains levaient la main vers les prisonniers, non pour les insulter, mais par simple curiosité, comme s'ils regardaient les fantômes d'un autre temps. Au-dessus d'eux, dans un ciel d'un bleu limpide, un groupe de Thunderbolts passa lentement. Les avions semblaient flotter, majestueux et silencieux, leurs hélices découpant l'air dans un bourdonnement lointain. L'une d'eux se pencha sur l'aile, oscillant un instant avant de reprendre de l'altitude. Était-ce un salut? Une manœuvre banale? Rolf ne sut jamais. Il resta immobile, les yeux fixés sur le point brillant qui disparaissait dans les nuages. Il avait passé les dernières semaines dans ce camp improvisé, où la boue se mêlait aux souvenirs. Autour de lui, des centaines d'hommes en uniforme gris, fatigués, affamés, attendaient que le monde décide de leur sorte. Certains discutaient à voix basse, d'autres fixaient le vide. Leurs visages portaient la marque du désenchantement, celle de soldats qui avaient cru servir une machine invincible, et qui découvraient qu'ils n'étaient que des rouages dans un engrenage brisé. Rolf, lui, ne parlait presque plus. Depuis Mortain, depuis le feu, depuis la fuite à travers les haies normandes, quelque chose en lui s'était tu. Ce jour-là, alors que les Thunderbolts frappaient encore et encore, il avait compris que la guerre ne se gagnerait plus sur le sol. Elle se gagnerait dans le ciel. Il avait cru, autrefois, que le Panzer représentait le sommet de la modernité, la force incarnée, la perfection mécanique, la domination du fer et de la discipline. Mais le tonnerre venu des nuages avait effacé cette certitude. Les chars, les canons, les uniformes impeccables, tout cela n'était plus rien face à ces colosses d'aluminium qui descendaient du ciel à la vitesse du son, crachant le feu comme des dieux anciens. Le P-47 n'était pas un avion élégant. Même les pilotes américains le disaient. Il était lourd, massif, brutal, mais il volait, il encaissait et il détruisait. Il n'avait pas été conçu pour plaire, mais pour durer. Sa peau d'acier, son moteur rugissant et ses 8 mitrailleuses de calibre 50 en faisaient un instrument de pure efficacité, une machine née de la logique industrielle, non de l'orgueil. Rolf se souvenait du premier qu'il avait vu, au-dessus de Caen. Un point argenté dans le ciel, à peine visible, puis un hurlement, un plongeon, et la route s'était transformée en enfer. En quelques secondes, tout ce qu'il croyait solide s'était effondré. Les panzers n'étaient plus des forteresses, mais des cercueils sur chenilles. Et maintenant,
Des mois plus tard, il regardait encore ces silhouettes passer, paisibles, presque bienveillantes. Il n'y avait plus de haine, seulement une sorte de respect silencieux. Il ferma les yeux et écouta le bruit des moteurs s'éloigner. Ce son, il le connaissait trop bien. Il le reconnaîtrait entre mille. C'était le rugissement du destin, celui qui avait décidé, sans colère ni passion, de qui vivrait et de qui mourrait. Dans une autre vie, pensa-t-il, il aurait peut-être aimé cette machine. Il aurait admiré sa conception, son équilibre, sa brutalité efficace. Peut-être même aurait-il voulu la piloter. Oui, dans un autre monde, il aurait pu être cet homme-là haut, le casque sur la tête, les lunettes sur les yeux, la main ferme sur la manette des gaz, mais dans celui-ci, il était le vaincu. Autour de lui, les autres prisonniers murmuraient des bribes de conversation. La faim, les familles, la rumeur d'une reddition prochaine. Quelqu'un parla de Berlin, presque encerclé. Un autre dit avoir entendu que Hitler était mort. Personne ne savait la vérité. Mais tous sentaient la fin approcher. Lourde, inévitable. Une jeep s'arrêta près du barbelé. Un officier américain descendit, un cigare à la bouche. Il observa les prisonniers sans animosité, puis fit un signe de tête. « The war's over, boys. Go home soon. » Les mots simples traversèrent le silence. Certains sourirent, d'autres restèrent de marbre. Rolf, lui, sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Pas de colère, pas de honte, juste un vide immense. La nuit tomba. Au loin, le ciel rougissait encore des incendies des dernières batailles. Les Thunderbolts, eux, s'étaient tus. Aucun moteur, aucun grondement. Rien que le vent dans les barbelés. Ce silence-là, Rolf le trouva presque insupportable. Il réalisa alors qu'il préférait le rugissement de l'acier au mutisme de la paix. Les jours suivants, les prisonniers furent déplacés. Les Américains leur donnaient du pain, du café, des couvertures. Certains prisonniers s'étonnaient de tant d'humanité. Rolf observait ces gestes, simples sans comprendre. Il se demandait comment ces hommes, capables de tant de destruction, pouvaient aussi être capables de compassion. Peut-être, pensa-t-il, que la vraie force ne résidait pas dans les armes, mais dans la maîtrise qu'on en faisait. Un matin, il entendit de nouveau ce son lointain, mais reconnaissable, le ronflement grave d'un moteur radial. Il leva les yeux et aperçut un 47 solitaire traverser le ciel, ses ailes étincelant dans la lumière pâle de l'aube. L'avion volait lentement, presque avec grâce, puis, sans raison apparente, il inclina légèrement son aile, comme un salut. Rolf sentit un frisson lui parcourir l'échine. Peut-être était-ce le même pilote qu'à Mortain, peut-être pas, peu importait. Ce geste, aussi infime fut-il, résonna en lui comme une reconnaissance mutuelle, celle de deux soldats ayant partagé le même ciel, mais pas la même cause. Les années passèrent. La guerre prit fin officiellement au mois de mai. Rolf rentra en Allemagne des mois plus tard, amaigri, silencieux, vieilli de 10 ans. Il retrouva un pays méconnaissable, des villes en ruine, des visages usés, une nation qui cherchait son âme parmi les décombres. Il ne parla jamais beaucoup de ce qu'il avait vécu, mais parfois, le soir, en entendant un avion passer, il levait la tête et restait immobile, les yeux perdus dans les nuages. Dans les années 50, il visita un petit musée militaire à Hanovre. Là, dans un hangar restauré, trônait un 47 Thunderbolt. Peint aux couleurs de l'armée de l'air américaine, il semblait prêt à reprendre les airs à tout moment. Rolf s'en approcha lentement, le cœur serré. Il posa sa main sur le métal froid, rugueux sous ses doigts. La surface portait encore les traces de balles, les cicatrices d'un autre temps. Sur le flanc, en lettres blanches, on lisait « Sweet, Héloïse ». Rolf ferma les yeux. Le souvenir des explosions, du feu, des cris, revint un instant, mais cette fois, ce n'était plus la peur qui l'envahissait, c'était une étrange paix. Il comprenait enfin que ce monstre d'acier n'avait jamais été son ennemi. Il était la manifestation d'une idée, celle que la force brute, quand elle s'allie à la raison, peut changer le cours de l'histoire. Avant de quitter le musée, il se retourna une dernière fois,
Le Thunderbolt brillait sous les néons, immobile, silencieux. « Tu as gagné, vieux monstre, murmura-t-il en allemand. Et je ne te hais plus. » En sortant, il sentit le vent caresser son visage. Presque familier, et dans ce souffle léger, il crut entendre, très loin, le grondement d'un moteur radial, celui du tonnerre d'autrefois, écho d'un monde révolu. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il écrivit quelques lignes dans un carnet. « J'ai survécu à la guerre, mais je n'ai jamais survécu au silence qui l'a suivi, et peut être, quelque part dans le ciel, d'Europe. Un dernier Pquaron sept volait encore, libre et tranquille, gardien invisible d'un passé que seuls les survivants pouvaient comprendre. Parce qu'à la fin, le tonnerre s'est tu, mais son écho, le véritable écho du courage et de la puissance, ne mourra jamais. C'est cela, le véritable silence de l'acier. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.